Bonjour chers étudiants, comme nous l'avons dit à la fin du chapitre précédent, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux lois de la réflexion et de la réfraction, aussi appelées lois de Snell-Descartes. Ce sont des lois très importantes en optique géométrique. Tous les résultats que nous allons avoir dans les chapitres suivants dépendront de ces lois. Donc une bonne compréhension de ces lois est requise ici. Ce sont des lois assez simples à comprendre. Et c'est un chapitre assez court. Donc un minimum de concentration et vous allez bien comprendre tous les trucs ici. Maintenant, dans ce chapitre, ce que nous allons présenter en premier, ce sont les lois de la réflexion. Puis nous allons présenter les lois de la réfraction. Ensuite, nous allons étudier dans quel cas on a une réflexion totale, donc plus de réfraction. Ce cas est important parce que les guides d'onde, les fibres optiques, dans les fibres optiques, le système qui est utilisé, c'est le système de réflexion totale pour transmettre l'information sans perte. Sans plus tarder, nous allons commencer et parler un peu des lois de la réflexion. Avant de parler des lois de la réflexion, on va un peu définir des choses ici. Ici, pour les lois de la réflexion, on va prendre un miroir plan. Pour la définition du miroir plan, ces systèmes optiques-là, on va y revenir plus en profondeur dans le chapitre suivant. Mais ici, on a un miroir plan qui est symbolisé par un trait noir et des barres. Lorsque vous voyez ça, ça veut dire que vous avez un miroir plan. Il peut être horizontal ou vertical. Et ici, on a sa normale. La normale, si vous avez bien suivi votre cours d'électromagnétisme, la normale, c'est la droite qui est perpendiculaire à la surface. Donc, si on a un miroir, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce miroir qu'on appelle la normale. Donc, et la normale, si vous vous souvenez toujours bien de votre cours d'électromagnétisme, c'est une droite qui est perpendiculaire à toutes les droites qui sont dans la surface. Donc, c'est ça une normale. Maintenant, ici, ça, c'est la normale. Une autre chose qu'on va définir ici, c'est le plan d'incidence. Donc, ça, c'est notre normale. Ça, là, c'est notre normale, qui est perpendiculaire au plan du miroir. Simplement ça, la normale. Maintenant, on va définir, c'est quoi? Le plan d'incidence. Le plan d'incidence, c'est le plan qui va contenir le rayon incident qu'on va voir après, et la normale. C'est ce plan-là qu'on appelle le plan d'incidence. C'est le plan qui va contenir le rayon incident et la normale. C'est ce plan qu'on va appeler le plan d'incidence. Ici, dans notre cas, ou dans votre cas, le plan d'incidence sera le plan du quai. Le plan du quai qui contient la normale. Le plan d'incidence sera toujours le plan qui contient le rayon incident et la normale. Dans notre cas, c'est ce plan-là qui sera notre plan d'incidence. Maintenant, on va essayer de voir les lois de la réflexion. On a une première loi de la réflexion, c'est-à-dire ici maintenant, avant de revenir à la première loi de la réflexion, vous avez notre rayon incident qui est là et notre normale qui est là. Ce plan-là le contient. Notre rayon incident est là. Là, le rayon incident, et la normale est là. Et ce plan-là qui contient le rayon incident et la normale, c'est ce plan-là qu'on va appeler le plan d'incidence. C'est ce plan-là qui est appelé plan d'incidence. Maintenant, que dit la première loi de la réflexion? La première loi de la réflexion dit quelque chose de simple. Il dit simplement que le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans le plan d'incidence. Le rayon réfléchi qui est là, le rayon incident qui est là et le rayon réfléchi qui est là sont tous les deux dans le plan d'incidence. Donc, le rayon réfléchi là ne peut pas être dans un autre plan que le plan d'incidence, de même que le rayon incident. Donc, ici, si vous représentez un rayon réfléchi, il faut toujours garder en tête qu'il sera toujours dans le plan d'incidence. Et maintenant, la seconde loi de la réflexion dit quoi? La seconde loi de la réflexion dit quelque chose de simple. Il dit que l'angle d'incidence, ici, notre angle d'incidence, c'est ça, c'est l'angle formé ici. L'angle d'incidence, c'est l'angle formé entre le rayon incident et la normale. C'est cet angle pour nous ici, I. C'est l'angle d'incidence. L'angle de réflexion, c'est l'angle formé entre la normale et le rayon réfléchi. C'est ça qu'on appelle l'angle de réflexion, qu'on va noter ici R. Certains vous noteront ça aussi I, pour montrer, parce que d'après la seconde loi de la réflexion, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont égaux. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc ça veut dire que I est égal à R. Donc ici, on a deux lois. Le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans le plan d'incidence. Et l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ça, c'est pour les lois de la réflexion. Il faut bien garder en tête que ça, c'est pour les lois de la réflexion. Il faut bien garder en tête ces deux lois. Ces lois sont assez importantes pour pouvoir après toutes les propriétés du miroir plan qu'on va voir dans le chapitre précédent et du miroir sphérique qu'on va voir dans le chapitre qui va suivre après, seront déduits de ces lois de réflexion. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces lois, vous ne comprendrez jamais ce qui va suivre. Donc,
Et ces lois sont assez simples. Donc, si vous les maîtrisez, c'est bien. Maintenant, ce qui va suivre, on va voir les lois de la réfraction. On définit les lois de la réfraction. Pour avoir une réfraction, simplement, une réfraction, c'est quoi? Une réfraction, c'est que le rayon incident traverse un milieu et va dans un autre milieu. C'est pourquoi ici, on va avoir deux milieux d'indices de réfraction différents. On a un milieu N1 et on a un milieu N2. On a un milieu N1 qui est là et on a un milieu N2 qui est là. Donc, on a deux milieux. Ces deux milieux-là vont être séparés par un dioptre qui est plan. On avait vu au chapitre précédent ici qu'un dioptre est une surface séparant deux milieux d'indices différents, deux milieux homogènes. On a des milieux homogènes ici. On ne l'a pas dit, mais ces deux milieux-là sont homogènes et isotropes. Les propriétés sont les mêmes dans n'importe quelle direction. Et les propriétés sont les mêmes dans n'importe quelle direction et le milieu est le même. Il n'y a pas de mélange. On a deux milieux isotropes, homogènes et transparents. Pourquoi transparent? Parce qu'on suppose qu'il n'y a pas d'absorption. S'il y avait une absorption, l'indice de réfraction serait complexe. Ça ne va pas nous intéresser, nous, pour l'optique géométrique. Peut-être en électromagnétisme, vous avez besoin d'un indice de réfraction qui est complexe, avec K, qui sera le coefficient d'extinction, ou bien le coefficient d'absorption, qui est une fonction du coefficient d'absorption. Mais ici, on a deux milieux homogènes, isotropes et transparents, N1 et N2. On a notre normal qui est là, et on a notre dioptre plan qui est là. Donc ici, dans ces milieux-là, on va supposer qu'on va avoir un rayon incident. On va supposer qu'on va avoir un rayon incident qui arrive et donc va donner un rayon. Lorsque le rayon incident va toucher le milieu en ce point ici, on va avoir une réfraction, une déviation de notre rayon lumineux. Une déviation parce que les deux milieux ne sont pas les mêmes, donc on va avoir une déviation. La lumière va dévier à cause des indices de réfraction qui sont différents. Maintenant, il faut se souvenir ici, comme on l'a défini pour les lois de la réflexion, le plan d'incidence, c'est le même. Le plan d'incidence, c'est le plan qui contient la normale et le rayon incident. Donc, le plan d'incidence ici sera ce plan. C'est ça le plan d'incidence. Donc, maintenant, que dit la première loi de la réfraction? La première loi de la réfraction dit quelque chose comme pour la première loi de la réflexion, que le rayon incident qui est là et le rayon réfracté qui est là sont dans le plan d'incidence. Sont contenus dans le plan d'incidence. Donc, le rayon incident et le rayon réfracté sont contenus dans le plan d'incidence. Ce que j'ai oublié de dire aussi pour ici, on va revenir rapidement, c'est que le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans le sens contraire. Si vous voyez bien, le rayon incident, il est là, il est dirigé dans ce sens, et le rayon réfléchi, il est dirigé dans ce sens. Simplement ça. Et on voit ici que pour la réfraction, le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans le même sens. Dans le même sens, ça veut dire ici, pas mathématiquement, mais grammaticalement. Sont dans le même sens. Le rayon incident et le rayon réfracté sont dans le même sens. Le rayon incident et le rayon réfracté sont dans le même sens. Que dit maintenant la première loi? Comme on l'a dit, la première loi dit que le rayon incident et le rayon réfracté sont contenus dans le plan d'incidence. Donc, ils sont dans le plan d'incidence. Et la seconde loi dit quoi? La seconde loi dit quelque chose de similaire. Il dit pas quelque chose de similaire, excusez-moi. Il dit que l'angle d'incidence et l'angle de réfraction vont obéir à la relation suivante. La relation qui est N1, qui est l'indice de réfraction du milieu 1, où est le rayon incident. Il faut bien garder ça en tête parce que parfois il y a N', parfois il y a N. Il ne faut pas toujours dire que N1 sera toujours le milieu où est le rayon contenant le rayon incident. Non. N1, pour notre définition ici, c'est le milieu qui contient le rayon incident. Mais vous pouvez avoir ici, dans un exercice, N3, N4 ou bien plusieurs milieux, ou bien autre chose, par exemple pour le poisson, un exercice qu'on va voir, vous allez voir que N1 ne sera pas toujours le milieu qui contient le rayon incident. Non. Ici, N1, là, pour revenir à notre seconde loi de la réfraction, c'est-à-dire c'est N1 sinus I qui est égal à N2 sinus R1. N1, c'est quoi? N1, c'est l'indice de réfraction du milieu incident. Il faut garder ça en tête. N1, c'est l'indice de réfraction du milieu incident. I doit être l'angle d'incidence. I doit être l'angle d'incidence. N2 sera l'indice de réfraction du milieu où se trouve le rayon réfracté. N2 sera l'indice de réfraction du milieu où se trouve le rayon réfracté. Il faut bien garder ça en tête. Et RE sera l'angle de réfraction.
on note ça RE, d'autres noteront ça simplement ça R. Donc il ne faut pas vous étonner lorsque vous regardez, vous trouvez dans des exercices où on note ça l'angle de réfraction R. Donc ici, la seconde loi de réfraction sera N1 sinus I égale à N2 sinus R1. Et cette seconde loi ici est appelée la relation de Snell-Descartes. Pourquoi Snell-Descartes? Parce que certains disent que c'est Snell et Descartes l'ont découvert en même temps. Même si, d'après certains historiens, Snell l'a découvert en premier avant Descartes. Certains diront même que Descartes l'a pompé sur Snell. Mais bon, ça c'est de l'histoire. Maintenant, ça, en résumé, on a notre première loi de la réflexion. Le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans le plan d'incidence. La seconde loi, c'est l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ça, c'est la seconde loi de la réflexion. Et la première loi de la réfraction, c'est le rayon incident et le rayon réfracté sont contenus dans le plan d'incidence. C'est la première loi de la réfraction. Et la seconde loi de la réfraction, c'est l'angle d'incidence et l'angle de réfraction obéissent à la relation de Snell-Descartes qui est N1 sinus I est égal à N2 sinus R1. Je ne me fatiguerai pas de dire que N1, c'est l'indice de réfraction du milieu où se trouve le rayon incident. N2, l'indice de réfraction du milieu où se trouve le rayon réfracté. I, l'angle formé entre le rayon incident et la normale. Et RE, l'angle formé entre le rayon réfracté et la normale. Et autre chose que j'ai oublié de dire, que je dois dire ici, c'est quoi? C'est que pour compter les angles ici, les angles d'incidence et de réfraction, les angles, que ce soit l'angle d'incidence, l'angle de réfraction ou l'angle de réflexion, elles seront toujours comprises entre 0 et pi sur 2 en radian ou bien 0 et 90 degrés en degrés. Elles seront toujours comprises entre 0 et pi sur 2. Et l'angle 0 commence lorsque le rayon incident se trouve est confondu avec la normale. Lorsqu'elle est confondue avec la normale, on a l'angle qui est égal à 0 radian ou bien 0 degré. Lorsqu'elle est confondue avec la normale. Lorsque l'angle est confondu avec le milieu, le dioptre, le rayon incident, lorsque le rayon incident est confondu avec le dioptre, on a un angle de pi sur 2. Donc si vous venez de ce côté, vous allez compter aussi de 0 à pi sur 2. Donc lorsque le rayon vient ici, on aura ici un angle de 0 à pi sur 2. Et lorsque le rayon vient ici, on aura un angle de 0 à pi sur 2. Et le rayon réfracté, aussi, comme je l'ai dit, sera compris entre 0 et pi sur 2. De même que pour le rayon réfléchi qui est là. Son angle, c'est entre 0 et pi sur 2. Donc tous les angles qu'on aura, que ce soit l'angle d'incidence, l'angle de réflexion, l'angle de réfraction, tous ces angles seront compris entre 0 et pi sur 2. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. L'angle ne pas dépasser ça. Et ça facilitera beaucoup de démonstrations. Non, après avoir vu les lois de la réflexion et la loi de la réfraction, on va essayer maintenant de voir une propriété qui découle de ça directement. C'est la réflexion totale. Parce que si vous regardez bien cette loi de Snell-Descartes là, vous voyez qu'il y a, cette loi de Snell-Descartes montre qu'il y a une relation entre l'indice de réfraction du milieu incident, l'indice de réfraction du milieu réfracté, l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Et si on regarde bien, lorsqu'on est dans un milieu, on connaît déjà l'indice de réfraction du milieu incident et on connaît déjà l'indice de réfraction du milieu réfracté. Qu'est-ce qui va varier? C'est l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Donc, comme c'est ça qui varie, donc une variation de l'angle d'incidence va amener une variation de l'angle de réfraction. Et en regardant simplement ça, on voit que si l'angle, le N1 est supérieur à N2, il y aura une relation entre I et R1. Et si N1 est inférieur à N2, il y aura une relation. Et ces relations-là, c'est qu'on va essayer de voir leurs conséquences. Comme nous l'avons vu, il peut exister deux cas. Le cas où N1 est inférieur à N2, le cas où N1 est supérieur à N2. Nous allons nous intéresser d'abord au premier cas. Le cas où N1 est inférieur à N2. Lorsque l'indice de réfraction du milieu où se trouve le rayon incident est inférieur à l'indice de réfraction du milieu où se trouve le rayon réfracté, des calculs que vous pouvez faire simplement nous montreront qu'on a l'inverse pour les angles. L'angle d'incidence sera supérieur à l'angle de réfraction. Donc l'angle là d'incidence sera supérieur toujours à l'angle de réfraction. Et si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de réfraction, ça veut dire comme on l'a dit avant ici, les angles sont compris entre 0 et pi sur 2.
Donc, si l'angle d'incidence ici atteint pi sur 2, donc si on a une incidence qui est rasante ici, si on a une incidence qui est rasante, une incidence rasante, ça veut dire que le rayon incident est collinaire au dioptre plan, est confondu avec le dioptre plan. C'est ça une incidence qui est rasante. Lorsque l'incidence est rasante ici, donc l'angle d'incidence est égal à pi sur 2. Donc, lorsque l'incidence est rasante, l'angle d'incidence est égal à pi sur 2, on aura toujours l'angle de réfraction qui existe, qui est inférieur à pi sur 2, parce qu'il est inférieur au rayon incident. Donc, le rayon réfracté sera toujours inférieur à pi sur 2 lorsque l'angle d'incidence I est égal à pi sur 2. L'angle de réfraction sera un angle qui est inférieur à pi sur 2. Donc, comme il est inférieur à pi sur 2, on peut dire simplement donc que le rayon réfracté se trouvera dans le milieu dans le milieu de réfraction. Le rayon réfracté se trouvera dans le milieu de réfraction. Donc, on peut dire que donc, pour l'angle d'incidence ici, qui est compris entre 0 et pi sur 2, on aura toujours un angle de réfraction, donc toujours un rayon réfracté. Donc, on aura toujours un rayon réfracté. Donc, pour le milieu N1 qui est inférieur au milieu N2, on aura toujours un rayon réfracté. Et ce que j'ai oublié de dire, que j'aurais dû dire au début, c'était quoi? C'est que dans un dioptre, on a toujours un rayon qui est incident, un rayon qui est réfléchi comme ça, qu'on n'a pas mis ici, et un rayon qui est réfracté. C'est pourquoi on va parler de réflexion totale, lorsqu'on n'aura plus de réfraction. Donc, on voit ici que lorsque N1 est inférieur à N2, RE est inférieur à I, donc RE est inférieur à I, donc on a toujours une réfraction. Parce qu'on a toujours un angle de réfraction, donc on a toujours une réfraction. Donc, lorsque N1 est inférieur à N2, on a toujours une réfraction. Maintenant, on va regarder le cas où N2 est inférieur à N1. Donc, ça veut dire que N1 est supérieur à N2. Le cas où N1 est supérieur à N2, ça veut dire que le rayon réfracté est supérieur au rayon incident. Donc, ça veut dire que le rayon réfracté est supérieur au rayon incident. Donc, ça veut dire ici que l'angle de réfraction, RE, est supérieur à l'angle d'incidence I. L'angle de réfraction RE est supérieur à l'angle d'incidence I. Donc ici, on voit que l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de réfraction I. Donc comme on l'a dit, les deux angles sont compris entre 0 et pi sur 2. Comme RE est supérieur à I, RE va atteindre pi sur 2 avant I. Donc comme RE va atteindre pi sur 2 avant I, il existera un angle limite IL, un angle limite I, un angle d'incidence qu'on va nommer dans la plupart des cas IL, un angle d'incidence limite IL, qui donnera un angle de réfraction RE qui est égal à pi sur 2. Il existera un angle d'incidence limite IL qui donnera un angle de réfraction RE qui est égal à pi sur 2. Donc, dès qu'on dépasse cet angle d'incidence limite IL, on aura une réflexion totale. Donc, dès qu'on dépasse cet angle limite IL, on aura une réflexion totale. Donc ici, dans ces conditions-là, on peut avoir une réflexion totale. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le dioptre, comme on l'a dit avant, il y a un rayon incident, un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Et la réflexion totale, elle est importante. Pourquoi? Parce que le rayon réfracté, on peut le voir si vous allez en électrométrie, le rayon réfracté, c'est ce qu'on va appeler le rayon qui est transmis. Donc le rayon qui est transmis, donc ça a une information qui sera transmise, une information qui sera perdue. Si on veut la réflexion totale, ça veut dire qu'aucune information n'est transmise, aucune information n'est perdue. Donc toute l'information est réfléchie jusqu'à l'infini. Ça, c'est l'idéal. Donc en résumé, on peut voir quoi? Donc ici, pour dire que N1, lorsque N1 est supérieur à N2, I inférieur à RE, donc une réflexion totale. Il faut garder ça en tête. Donc on peut voir quoi? On peut voir qu'il y a deux cas pour N1. N1 inférieur à N2 ou N1 supérieur à N2. Dans un des cas, on a une réflexion totale. Dans l'autre cas, on n'a pas de réflexion totale. Il faut garder en tête ici que lorsqu'on dit dans notre cours ici N1 correspond au milieu qui contient le rayon incident et N2 correspond au milieu qui contient le rayon réfracté. Simplement ça. I correspond à l'angle d'incidence et RE correspond à l'angle de réfraction. On voit quoi? On voit que donc lorsque N1 est inférieur à N2, I est supérieur à RE, et donc là, pas de réflexion totale. Ça qu'il faut garder simplement en tête. N1 inférieur à N2, I supérieur à RE, pas de réflexion totale. Ou bien vous pouvez même dire N1 inférieur à N2, pas de réflexion totale. Maintenant, si N1 est supérieur à N2, on a I qui est inférieur à RE, et là, on a une réflexion totale. Donc, en résumé, pour vous, vous pouvez garder en tête simplement N1 inférieur à N2,
pas de réflexion. N1 supérieur à N2, réflexion totale. Simplement ça. Indice de réfraction du milieu incident inférieur à l'indice de réfraction du milieu réfracté, pas de réflexion totale. Indice de réfraction du milieu incident supérieur à l'indice de réfraction du milieu réfracté, on a une réflexion totale. Et une application possible de ce principe de réflexion totale, c'est les fibres optiques. Parce qu'on veut transmettre l'information sur des distances assez longues et on ne veut rien perdre. Comme on ne veut rien perdre, on ne veut pas que quelque chose soit transmis, donc soit réfracté. Donc on veut que tout soit réfléchi. Donc toute l'information soit réfléchie jusqu'à atteindre la destination finale. Donc on veut une réflexion totale. Simplement ça. Et dans les exercices, on va voir c'est le principe de réflexion totale par les fibres optiques, etc. Donc ce chapitre se termine ici. Dans le prochain chapitre, on va voir les systèmes optiques à face plane, donc le miroir plan et le dioptre plan. On va essayer de voir différentes propriétés du miroir plan et différentes propriétés du dioptre plan. Je vous remercie et au prochain cours.